Les États-Unis ont perdu leur place. Ils ne sont plus en mesure de garantir leur propre sécurité au Moyen-Orient. Par conséquent, ils sont incapables d'assurer la sécurité d'autres pays. Leur raison d'être au Moyen-Orient a disparu. Donc, pour l'Arabie saoudite, se tourner vers le Pakistan et la Turquie est une décision intelligente. Les Américains comprennent qu'ils ont l'armée la plus puissante du monde. Ils ne peuvent pas ouvrir le détroit d'Ormuz. Lan Terang Bowej. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode de Les Affaires du monde en contexte. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir de nouveau dans l'émission un très bon ami, Elijah McNair. Elijah est spécialiste de la politique du Moyen-Orient et correspondant chevronné en zone de guerre. Il a plus de 35 ans d'expérience dans la couverture du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. D'ailleurs, Elijah publie ses excellentes recherches et ses articles sur mmanière.com. Je vous recommande très vivement de suivre son remarquable travail. Elijah, bienvenue de nouveau dans l'émission. C'est un véritable plaisir de vous recevoir à nouveau. Bonjour Lena, et merci pour cette belle introduction. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. Et j'attends toujours avec impatience ces points hebdomadaires parce que vous nous aidez à comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Et comme je l'ai déjà dit, vos analyses et votre expertise sont très appréciées. La semaine dernière, lorsque nous nous sommes parlé, vous avez indiqué que même si les États-Unis disposent d'une supériorité militaire écrasante, la stratégie de l'Iran repose en réalité sur l'endurance. Téhéran n'a pas nécessairement besoin de vaincre militairement les États-Unis. Il lui suffit de survivre, d'imposer des coûts aux alliés régionaux des États-Unis ainsi qu'à l'économie mondiale par extension et d'attendre que la pression politique à Washington finisse par faire éclater le consensus. Selon votre évaluation, sommes-nous aujourd'hui plus proches d'un règlement négocié ou ne sommes-nous qu'au début d'un conflit prolongé? C'est même régional. Question très intéressante. La réponse est oui et non, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, nous comprenons que Donald Trump a tout essayé pour imposer ses conditions à l'Iran, parce qu'il n'a pas réussi à gagner la guerre. Il n'a pas réussi à changer ce qu'il appelait le régime en Iran. Il n'a pas réussi à prendre le pétrole. C'est ce qu'il disait vouloir. Il n'a pas réussi à vaincre les Iraniens, ni à imposer toutes ces conditions à la République islamique. Et enfin, il n'a pas réussi à imposer 20% sur la navigation dans le détroit d'Ormuz. Et tout cela l'a conduit à changer d'avis. Il est parti d'un programme nucléaire, et il en arrive maintenant à vouloir seulement ramener le détroit d'Ormuz à la situation qui prévalait avant le 27 février. Donc, ces 5 mois de combat, de destruction, avec la puissance écrasante des États-Unis et d'Israël, attaquant l'Iran, et l'Iran attaquant toutes les bases américaines et Israël dans différents pays, comme la Jordanie, l'Irak ou les pays du Golfe. Tout cela n'a pas réussi à imposer à l'Iran les conditions américaines. Alors maintenant, les Américains veulent l'ouverture du détroit d'Ormuz. Cela a énormément de conséquences pour eux. L'ouverture du détroit d'Ormuz ne se fera pas selon les dictats des États-Unis. Et elle ne se fera pas aux conditions américaines. Au contraire, elle se fera aux conditions de l'Iran. L'Iran n'est pas pressé d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Il ne l'ouvrira que lorsqu'un accord aura été conclu entre l'Iran et Oman, les 2 pays qui bordent le détroit d'Ormuz, et non avec les États-Unis. Washington est à 12 000 kilomètres. Donc cet accord, une fois approuvé par le guide de la Révolution, Saïd Mojtaba Khamenei, en Iran, sera appliqué. Ce serait une catastrophe pour les États-Unis. Ce sera donc positif.
car cela permettra à la navigation de retrouver la situation qui prévalait avant la guerre. Cela signifie entre 120 et 170 navires qui traversent chaque jour, y compris des pétroliers. Néanmoins, ils ne traverseront tous qu'avec l'accord de l'Iran. Tous les navires entrants passeront par le passage iranien. Pourquoi? C'est très important de le comprendre. Ce n'est pas l'Iran qui impose sa volonté, mais c'est aussi l'Iran qui contrôle chaque navire, parce que l'approvisionnement en armes, l'approvisionnement de tout ce dont les bases américaines au Moyen-Orient ont besoin, passe par le détroit d'Ormuz. Pendant des décennies, l'Iran n'a rien dit lorsque les Américains approvisionnaient leurs forces au Moyen-Orient et préparaient leurs forces au jour où ils lanceraient une guerre contre l'Iran. Les Iraniens disent « Ces armes ne traverseront plus le détroit d'Ormuz. Seuls les navires civils, le pétrole et le gaz. À la sortie, ils passeront par le passage sud-omanais. Néanmoins, ils ne passeront pas sans l'accord de l'Iran. Les Iraniens doivent donc approuver chaque navire et chaque pétrolier qu'ils transportent du pétrole ou de l'énergie qui traverse le détroit d'Ormuz, et ils percevront des frais de service. Et ils ont le droit de le faire parce que cela relève du droit international. Comme la Turquie le fait dans le Bosphore, en percevant des redevances pour la navigation, pour l'environnement, pour les services, pour la sécurité. Et ils percevront ces redevances. Aujourd'hui, les Iraniens parlent d'un taux entre 5 et 7%, ce qui est bien inférieur aux 20% que Donald Trump avait dit qu'il prélèverait à un certain moment du conflit. Le problème, ici, commence pour les États-Unis. Premièrement, cela signifie que les États-Unis sont exclus. Deuxièmement, cela signifie que l'Iran s'est imposé dans le détroit d'Ormuz. Troisièmement, cela pose la question, quel détroit sera le prochain? Malacca? L'Indonésie? Panama? Que va-t-il arriver aux autres passages, aux autres goulets d'étranglement importants? Y aura-t-il de nouvelles règles? Quatrièmement, Bab el-Mandeb restera. Nous pourrons en parler séparément, si vous le souhaitez. Mais les Yéménites ne renonceront pas à fermer Bab el-Mandeb aux Saoudiens, à fermer la mer Rouge aux Saoudiens, tant que les sanctions ne seront pas levées. Car ils reproduisent ce que les Iraniens ont fait et font toujours dans le détroit d'Ormuz. Mais cela implique aussi la présence des États-Unis, parce que l'armement n'est pas facile à acheminer. Certains pourraient dire qu'ils peuvent passer par le canal de Suez. Oui, mais la cargaison est alors limitée. Deuxièmement, ils peuvent apporter par avion ce dont ils ont besoin. C'est vrai, mais cela n'a rien à voir avec ce qu'un navire peut transporter, ni avec le coût que cela représente. Mais surtout, pourquoi ces bases américaines resteraient-elles si l'Iran parvenait à imposer sa volonté aux États-Unis? Les bases américaines dans le Golfe sont donc devenues un véritable handicap parce qu'elles ne parviennent pas à se protéger elles-mêmes. Elles sont détruites ou gravement endommagées, selon les images satellites du New York Times. Et elles n'ont aucune intention de continuer à défendre les pays du Golfe, puisqu'elles ne l'ont pas fait. Le simple fait qu'elles soient venues au Moyen-Orient, le principal prétexte, c'était de défendre ces pays contre l'Iran diabolisé qui allait les attaquer. Or, l'Iran n'a jamais attaqué ces pays avant le 27 février 2026. Toutes ces raisons ne valent donc plus rien aujourd'hui. Pour que l'Iran fasse cela signifie qu'il n'y a plus de raison pour le Golfe de maintenir les forces américaines. Ils ont déjà commencé à chercher d'autres moyens de défense, avec le pacte signé aujourd'hui avec la Turquie et le Pakistan. Et ils n'ont pas besoin de vendre leur pétrole exclusivement en dollars américains. Donc, le pétrodollar est menacé. De plus, l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe achètent aujourd'hui un très grand pourcentage de leurs armes et de leur défense aérienne à la Chine.
C'est un autre signe, parce que cela montre que les pays du Golfe ont déjà une idée claire de leur avenir avec les États-Unis. Donc, s'ils ne veulent pas des bases américaines, ils ne veulent pas que les Américains les fassent chanter en disant « Oh, l'Iran va vous attaquer ». Je ne vais pas vous défendre, ni vous vendre des armes. Il y a un précédent en Irak. En 2014, le Premier ministre Nouri al-Maliki a acheté et payé des armes que Barack Obama était censé livrer, mais qu'il n'a pas livrées. Quand Daesh a attaqué l'Irak et occupé un tiers du pays, de Mossoul à Salah ad-Din, Ninive, jusqu'à Abu Ghraib, aux portes de Bagdad. C'est à ce moment-là que les Américains ont laissé Daesh avancer sans fournir d'armes à l'armée irakienne. Les Arabes, les pays du Golfe, sont donc conscients de ce scénario possible. Et c'est pour cela qu'ils diversifient leurs achats d'armes. Et la Chine est la mieux placée pour échanger des armes contre du pétrole. Elle a mis en place des programmes similaires avec le Premier ministre irakien Adil Abdul Mahdi. Et elle aimerait beaucoup le faire avec les Saoudiens, parce qu'elle veut continuer à diversifier ses revenus et ses sources d'approvisionnement en pétrole, pas seulement à partir de l'Iran, mais aussi d'autres pays. Mais ces pays veulent aussi la Chine pour d'autres raisons. La sécurité, les communications, les projets et la défense. Donc cela pourrait vraiment faire émerger un Moyen-Orient complètement nouveau. Si l'Iran parvient à conclure cet accord, si les Américains l'acceptent, lèvent le blocus et acceptent que l'Iran vende son pétrole pendant 30 à 60 jours. Et cela signifie davantage de revenus et des milliards de dollars qui arrivent en Iran grâce à la vente de pétrole. Donald Trump sort donc de cette guerre avec Benjamin Netanyahou sans aucun accord sur le programme nucléaire. Il voulait remplacer celui de Barack Obama. Il repart sans rien. Il a donné à l'Iran le détroit d'Ormuz, dont l'Iran ne revendiquait pas le contrôle. Et il lève les sanctions sur la vente de pétrole, permettant à l'Iran d'encaisser davantage d'argent, mais aussi de gagner davantage grâce à la navigation dans le détroit d'Ormuz. Car l'Iran sait que Donald Trump ne va pas compenser les quelques 300 milliards de dollars de destruction causés pendant cette guerre. Au final, l'Amérique est la grande perdante de cet accord. Vous avez évoqué tellement de facteurs fascinants. Et bien sûr, l'aspect chinois est particulièrement intéressant. C'est quelque chose dont on n'entend pas vraiment beaucoup parler. Mais la Chine et sa capacité à favoriser des liens économiques à travers le Moyen-Orient, et même, par exemple, à travers l'Afrique, menacent clairement les États-Unis. Parce que les États-Unis sont désormais perçus comme un agresseur, ce qu'ils ont été. Donc je pense que Washington doit se réveiller face à cette réalité et comprendre que mener des guerres et des guerres par procuration ne vous donne pas vraiment le pouvoir et le statut que cela pouvait peut-être vous donner dans les années 1990. Le monde a clairement changé. Mais ce que vous avez mentionné est tellement intéressant. J'aimerais beaucoup approfondir le rôle de la Chine et l'expansion de son influence sur les plans diplomatiques et économiques. Mais avant cela, on peut peut-être se tourner vers le nouvel accord entre le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie. Le 7 août, il a été annoncé qu'ils avaient signé un traité de défense stipulant qu'une attaque armée contre l'un des États serait considérée comme une attaque contre tous. Et bien sûr, cela ressemble beaucoup à l'article 5 de l'OTAN, même s'il existe certainement de nombreuses différences. Mais il y a clairement une similitude. Alors, que pensez-vous de ce nouveau traité et qu'est-ce qu'il signifie réellement pour les États-Unis, traditionnellement considérés comme le garant de la sécurité au Moyen-Orient? Eh bien, les États-Unis ont perdu leur place. Ils ne sont plus ceux qui garantissent leur propre sécurité au Moyen-Orient. Par conséquent,
ils sont incapables d'assurer la sécurité d'autres pays. Leur raison d'être au Moyen-Orient a disparu. Donc, pour l'Arabie saoudite, se tourner vers le Pakistan et la Turquie est une décision intelligente. Mais cette discussion dure depuis 2 ans. Et le moment de l'annonce est important. Je suis content que vous l'ayez mentionné, parce qu'il est bon d'en parler. Pourquoi les Saoudiens voulaient-ils que cet accord soit annoncé maintenant? D'abord, le 40e jour de commémoration de l'imam Hussein, l'imam des chiites, qui a enseigné aux chiites musulmans le sens du sacrifice. C'est pourquoi la résistance, lorsqu'elle part en guerre, ne considère pas qu'elle est en train de perdre, mais qu'elle offre des sacrifices. Et cela leur donne davantage d'honneur, en rappelant celui qui a offert des sacrifices avec toute sa famille et ses amis avant eux, à Karbala, en Irak, l'imam Hussein. Les Irakiens ont donc juré qu'après la fin de l'Arbaïn de l'imam Hussein, ils répondraient à l'attaque saoudienne. Et les Saoudiens, les Américains, ont annoncé qu'il y avait eu une attaque saoudo-américaine contre l'Irak. Les forces de sécurité irakiennes du Hashd al-Shabi, qui sont sous le commandement direct du Premier ministre, ont été attaquées dans 7 endroits différents en Irak. Plus de 22 personnes ont été tuées et 50 blessées. Ils ont juré de riposter contre les Saoudiens. C'est le premier point. Deuxièmement, les représailles devraient donc avoir lieu dans les prochaines 24 à 48 heures, à moins que quelque chose ne se passe en coulisses et qu'un accord soit conclu. À ce jour, je n'ai connaissance d'aucun accord. Deuxième point, le Yémen. Le Yémen a fermé le détroit de Bab el-Mandeb aux Saoudiens et a déjà bombardé 2 pétroliers saoudiens. Et ce n'est pas tout. Il bombarde Yanbu, le terminal saoudien sur la mer Rouge. C'est depuis Yanbu que l'Arabie saoudite a déplacé ses exportations de pétrole au lieu de passer par le détroit d'Ormuz, parce que l'Iran le contrôle. Yanbu exportait 3 800 000 barils par jour. Ce chiffre est passé de 3 800 000 à 3 millions de barils. Et hier, c'était 0. Même sur le plan logistique, vendre ou exporter le pétrole depuis Yanbu sur la mer Rouge en direction du canal de Suez, ce n'est pas si simple. Ils doivent le décharger, puis le transporter par un conduit qui peut acheminer entre 450 000 et 700 000 barils de pétrole. Par transport. Ou alors, ils doivent passer avec un pétrolier plus petit, mais pas avec le plus gros, qui peut contenir 2 millions de barils. Les pétroliers de 2 millions de barils ne peuvent pas traverser le canal de Suez. Donc pour les Saoudiens, toute la logistique et le coût de la vente de pétrole vers l'Asie impliquent d'ajouter 4 à 6 semaines. Cela va augmenter les coûts, et l'augmentation des coûts fait aussi grimper l'assurance. C'est là que les pays se plaignent de la hausse des prix. Le coût de l'assurance a explosé. Il est passé de 250 000 pour un grand navire à 1 million, voire 2 millions, rien que pour l'assurance. Donc, à cause de toutes ces dépenses, les pays demandent une réduction du prix du pétrole. L'Arabie saoudite veut donc s'assurer que les Yéménites ne la bombardent pas et que d'autres pays la défendront, ou au moins interviendront. Eh bien, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, ni avec l'Iran, ni avec le Yémen. Parce que si les Américains attaquent l'Iran depuis l'Arabie saoudite, l'Iran ripostera. Je ne vois pas la Turquie ou le Pakistan, les 2 plus grands alliés de l'Iran, commencer à attaquer l'Iran à cause de ce pacte. Ce pacte est utile sur le plan psychologique, en offrant une forme de dissuasion. Mais même l'accord de l'OTAN, l'article 5, comme vous l'avez justement mentionné, n'a pas fonctionné lorsque la Turquie a abattu un avion russe en Syrie. Et le président Erdogan s'est alors précipité vers l'OTAN en disant « Article 5, venez me protéger, parce que la Russie va m'attaquer ». Et ils ont dit « Bon, nous ne sommes pas sûrs que l'article 5 puisse s'appliquer ici. Peut-il vraiment s'appliquer ?»
Alors, ils ont tous pris leur distance avec la Turquie. L'article 5 existe donc, mais il est très élastique. Toute loi existe pour être utilisée lorsque la décision politique est prise de l'utiliser. Et quand ils ne décident pas de l'utiliser, elle devient presque un fantôme. Ils ne la voient pas. Ce type d'article, 5 de l'OTAN dans l'accord, envoie un message très clair aux Américains. Il n'y a plus de confiance dans votre défense inexistante des pays du Golfe, qui désormais se débrouillent seuls, en se tournant vers la Turquie et le Pakistan. Cela envoie un message dévastateur à Israël, qui considère que la Turquie, le Pakistan et le Qatar sont les prochains ennemis à attaquer. Et maintenant, si l'Arabie saoudite le fait, peut-être que d'autres pays du Golfe suivront, selon la manière dont la situation va évoluer et dont ils vont se positionner face aux Américains. Car le Koweït est un petit pays et il se sent redevable envers les Américains à cause de l'occupation du Koweït par Saddam Hussein et de George Bush, qui a chassé Saddam Hussein du Koweït. C'est un petit pays. Je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à mettre les Américains en colère à ce point-là. Les Émiratis, eux, ont un pied en Israël et un autre en Amérique, pas en Arabie saoudite. Donc je ne vois pas du tout ces pays suivre, sauf s'ils subissent vraiment une pression saoudienne pour rejoindre ce pacte. Mais ce n'est pas pertinent. Ce que l'Arabie saoudite a fait, c'est se protéger de l'Iran, se protéger du Yémen, de l'Irak. Alors que ces pays y réfléchissent à 2 fois s'ils veulent attaquer l'Arabie saoudite. Et je peux garantir qu'ils n'hésiteront pas à attaquer l'Arabie saoudite le moment venu, quand ce sera nécessaire. Le Yémen en particulier, parce que le Yémen ne bougera pas. La Turquie a essayé avec le Yémen il y a très longtemps, durant l'Empire ottoman. En 1538, l'Empire ottoman a occupé Sanaa, puis s'est engagé dans une guerre contre les Zaïdites. Et les Zaïdites l'ont emporté, je crois, plusieurs années plus tard. La Turquie s'est retirée, puis elle est revenue en 1600, avant d'être chassée de Sanaa 8 ans plus tard. Le Yémen a donc une longue histoire. C'est un pays qui a vaincu des empires. L'Égypte a essayé aussi au Yémen, et elle a échoué. Donc les Yéménites ne vont pas prendre peur en voyant l'Arabie saoudite signer un pacte. Au contraire, ils ont affronté Donald Trump pendant un mois, et ils n'ont pas hésité. Ils ont affronté Israël, et Israël les a bombardés. Mais pour les Yéménites, ça n'a pas été un élément dissuasif, et ils ne se sont pas retirés. Ils ont arrêté tous les navires israéliens. Donc ce fait, comme je l'ai dit, a envoyé des messages dans différentes directions. Les Américains ne sont pas contents. Les Israéliens sont furieux. Les Iraniens disent aux Saoudiens « Bravo et bonne chance ». Si vous autorisez d'autres pays, comme les États-Unis, à utiliser votre territoire pour nous attaquer, nous riposterons. Et les Yéménites continueront leur guerre contre les Saoudiens. Et laissez les Saoudiens décider. Il est très peu probable que cela arrive immédiatement, mais cela se produira cette année ou l'année prochaine. Levez toutes les sanctions, ou au moins les assouplir. Et je peux vous garantir que cela se fera cette année. Les Saoudiens commenceront à assouplir les sanctions contre le Yémen, contre Sanaa, afin d'entamer des négociations. Ils ne veulent pas donner l'impression de s'être rendus aux Yéménites, mais ils feront une concession pour lancer un long dialogue. Ensuite, ils prendront leur temps pour lever toutes les sanctions, mais ils finiront par arrêter, parce qu'ils comprendront que cette réalité ne les protégera pas. Mais ce qui s'est passé est intéressant. Cela montre, comme je l'ai dit auparavant, que l'Iran a créé un nouveau Moyen-Orient. Israël a déjà déclaré que la Turquie serait la prochaine après l'Iran, comme vous l'avez mentionné. Alors, ce traité pourrait-il potentiellement dissuader Israël ou s'agit-il plutôt d'un geste symbolique? Eh bien, tout d'abord, Israël n'attaquera pas la Turquie, parce qu'il n'y a pas de frontière directe entre Israël et la Turquie. Alors certains diront
qu'Israël a bombardé le Qatar. Il n'y a pas de frontières. Qu'il a bombardé l'Iran. Il n'y a pas de frontières non plus. Mais la Turquie fabrique des armes. C'est un immense pays. C'est un ancien empire. C'est aujourd'hui un allié des États-Unis. Et ce n'est pas un pays qu'on peut déstabiliser facilement. Ce qu'Israël peut faire contre la Turquie, c'est frapper la Syrie, frapper la stabilité de la Syrie, créer le chaos en Syrie, y placer des voitures piégées et s'assurer qu'il n'y ait pas de paix en Syrie. En soutenant les Druzes à Soueïda, en occupant une partie du sud et en franchissant les frontières en permanence, comme ils le font. Ils l'ont fait hier, avant-hier. Ils descendent et installent des points de contrôle. Ils ne quittent pas le plateau du Golan et veillent à ce que la Syrie ne soit pas stable. C'est ce qu'ils peuvent faire. Parce que chaque fois que la Turquie voudra établir une base militaire ou un aéroport, elle le fera en Syrie, quelle que soit l'instabilité. Mais c'est ce que les Israéliens considèrent comme le point faible de la Turquie. Perturber la Turquie. Car cela fait partie de l'agenda de l'extrême droite israélienne, comme le parti Likoud, comme le parti de Ben Gvir, comme Bezalel Smotrich. Nous parlons du Premier ministre Netanyahou, du ministre de la Sécurité, Ben Gvir, ou du ministre des Finances. Dans ce gouvernement, s'il gagne, ce qui est peu probable, mais pourrait arriver, s'il remporte une autre élection et que Netanyahou reste au pouvoir, ce n'est pas confirmé, parce que les Américains ne veulent pas de lui. Parce que l'Amérique considère que, pour le bien et la protection d'Israël, Benjamin Netanyahou doit partir. Et pour Netanyahou, il lui faut une guerre. Ou, au minimum, il doit dire à la société israélienne qu'ils deviennent tous bellicistes et génocidaires, en encourageant la diabolisation des Palestiniens, l'occupation du Liban, l'occupation de la Syrie, le bombardement de l'Iran, la destruction des infrastructures iraniennes, y compris civiles, et en créant le chaos en Asie de l'Ouest. C'est la mentalité de la société israélienne aujourd'hui. Donc, pour cela, Israël doit continuer à employer ce langage auquel la société israélienne est habituée depuis le 7 octobre. C'était déjà le cas auparavant, mais pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, toute la société, ou la plus grande partie, en est arrivée à diaboliser le reste du monde, et particulièrement ses ennemis. Et je dis le reste du monde, parce que dans leur vision nationaliste d'extrême droite, ils considèrent le reste du monde comme leur serviteur. Donc, en leur disant que la Turquie est le prochain ennemi, et en créant vraiment un très grand ennemi, Benjamin Netanyahou dit « Maintenez-moi au pouvoir, parce que nous avons beaucoup de travail à faire. Et je peux entrer en guerre contre un pays de l'OTAN, et l'OTAN ne défendra pas la Turquie si Israël l'attaque. » C'est bien connu. C'est pour cela qu'il parle de la Turquie. Mais ensuite, il reçoit une gifle. Benjamin Netanyahou avait dit que tous les pays du Golfe viendraient faire la queue pour traiter avec lui et normaliser leurs relations avec Israël. Or, nous voyons maintenant l'Arabie saoudite prendre le parti de la Turquie, l'ennemi, et du Pakistan, le deuxième ennemi dont Benjamin Netanyahou a parlé. C'est vraiment un message très fort que certains d'entre eux envoient à Israël. En ce qui concerne le rôle de Washington au Moyen-Orient, c'est un détail, si vous me permettez. De Walid vous interrompre. Non, je vous en prie. Je vous en prie. La Turquie a aussi riposté à Israël d'une autre manière. Donc, au lieu de resserrer l'étau sur l'approvisionnement logistique du Hezbollah au Liban, elle peut parfois se montrer moins stricte aux frontières. Elle peut intercepter 1 ou 2 chargements pour montrer aux Américains et aux Israéliens ce que la Syrie et la Turquie peuvent faire, mais aussi ce qu'elles ne peuvent pas faire. C'est donc ce que j'ai dit. Israël peut frapper la Turquie en Syrie. Ou non. Et la Turquie peut faire au Liban, pardon. Non, merci de l'avoir précisé. C'est un détail très important.
C'est intéressant parce que le rôle des États-Unis au Moyen-Orient est en train de changer radicalement sous nos yeux. En réalité, l'Iran refuse à Washington le plaisir de remporter à la fois une victoire militaire et une victoire politique. Et il est tout à fait clair que l'administration Trump et Israël ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs stratégiques. Dans l'un de vos articles publiés récemment, vous soutenez que le moins mauvais choix pour Trump serait d'accepter les frais de service iraniens dans le détroit d'Ormuz ou simplement de maintenir le détroit d'Ormuz fermé. Car, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, l'Iran n'est pas pressé de le rouvrir. L'Iran et Oman travailleraient à un accord visant à rétablir un trafic maritime plus sûr. Un accord maritime viable entre l'Iran et Oman serait-il le premier signe d'une désescalade? Et selon vous, à quoi cet accord, cet arrangement pourrait-il réellement ressembler? Concrètement, qu'est-ce que cela pourrait être? Oui, cela faisait aussi partie de votre première question. Et désolé si je suis passé à côté. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que Donald Trump veut absolument un accord qui rouvre le détroit d'Ormuz, quelles que soient les difficultés auxquelles il va devoir faire face sur le plan intérieur. Parce que la presse locale aux États-Unis va le crucifier. Elle va lui expliquer ce que cela signifie que l'Iran est le dessus, et ce que cela signifie que les États-Unis soient exclus du détroit d'Ormuz. Les États-Unis ne sont pas dans le détroit d'Ormuz, mais ils ont maintenu leur hégémonie sur tous les points de passage stratégiques du monde et peuvent intervenir partout. Eh bien, les États-Unis sont intervenus et ont échoué, et l'Iran les enchasse. Ce que cela signifie, et c'est là tout l'intérêt, c'est qu'on le lui a dit. Et c'est pour ça que, dans son interview de la dernière heure, il a déclaré « Peut-être que je suis le dernier président républicain », parce qu'il sait que ce qu'il fait va réellement détruire les républicains. Les républicains seront extrêmement affaiblis par son action, qui montre ce qu'il a donné à l'Iran. Quelque chose que l'Iran n'avait pas avant la guerre du 27 février 2026. Ce que l'Iran a maintenant, il est plus riche, plus puissant, il domine le Moyen-Orient. C'est le gendarme du Moyen-Orient, comme le Shah en 1953, après le coup d'État contre Mossadegh, le Premier ministre, quand les Américains ont installé le Shah comme gendarme du Moyen-Orient. Et maintenant, l'Iran met en échec l'hégémonie américaine au Moyen-Orient. L'Iran s'est autoproclamé gendarme du Moyen-Orient. Tous ces avantages accumulés par l'Iran, l'élite américaine ne les digérera pas. Et elle les ressortira. Elle vomira sa colère sur Donald Trump et sur les républicains. Mais quand il se réveillera de nouveau, face à une réalité plus dure, à savoir que l'Iran en a fini avec le détroit d'Ormuz, comme le prévoit le paragraphe 5 du protocole d'accord, il demandera à Donald Trump de revenir à la table des négociations et de commencer à appliquer le protocole d'accord à partir du paragraphe 1. La réouverture du détroit d'Ormuz sert Donald Trump sur le prix du pétrole, parce que les Américains paient plus de $4 et quelques le gallon. Et il veut que le prix baisse. Il veut reconstituer ses réserves stratégiques qui diminuent de plus en plus. Elles sont passées de 750 millions de barils à moins de 100 millions de barils utilisables aujourd'hui. Donc pour cela, il veut que le détroit d'Ormuz soit ouvert. Il veut que le monde cesse de le maudire pour les prix qu'il a lui-même créés, parce qu'il a écouté Benjamin Netanyahou et parce qu'il a pris cette décision. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas blâmer, parce qu'il a une tête. Même si elle paraît grosse, et que ce qu'il y a dedans n'est pas proportionnel à l'extérieur, c'est quand même lui qui a pris la décision. Il est donc responsable, et il va devoir y faire face. Et les avoirs gelés? Eh bien, environ 110 milliards de dollars. Nous voulons les récupérer. Voilà ce que l'Iran va dire. Et quand allez-vous les payer? Et les sanctions?
vous levez toutes les sanctions. Et la guerre au Liban? Vous arrêtez la guerre, a dit Mujtaba Khamenei. Et tous les responsables, ainsi que les dirigeants des gardiens de la révolution, ne se montreront pas publiquement tant que la guerre ne sera pas officiellement terminée. Et ensuite, une menace sérieuse contre Israël et les États-Unis, au cas où la guerre reprendrait. Bien sûr, il n'y a aucune confiance dans ce que les Américains peuvent dire. Donald Trump ne respecte pas sa signature. C'est le seul président américain qui peut vraiment effacer sa signature d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre. C'est pour cela qu'il y a un manque de confiance. Et c'est pour cela qu'il reste un long chemin à parcourir avant que les Iraniens commencent à parler de la question la plus importante, celle à laquelle Donald Trump va se heurter. Le programme nucléaire. Où est le programme nucléaire? Il n'y a pas d'accord. Toute cette guerre, tout ce chaos, sans parler de la question principale, celle pour laquelle vous avez dit partir en guerre. C'est pour cela que je ne pense pas que Donald Trump y arrivera, avant la fin de son mandat, à dénouer tous ces nœuds les uns après les autres. Et je ne pense pas que l'Iran lui fera ce plaisir. Elijah, l'Iran a clairement indiqué que s'il était de nouveau attaqué, il riposterait très durement, y compris contre les infrastructures régionales, ce qui toucherait évidemment les infrastructures énergétiques. Quel poids les États du Golfe ont-ils actuellement auprès de l'administration Trump pour la pousser à négocier plutôt que de risquer une crise énergétique régionale? Les pays du Golfe soutenaient la guerre contre l'Iran avant février. Mais quand la guerre a commencé et qu'ils en ont vu les conséquences, d'abord, ils ne croyaient pas que l'Iran fermerait le détroit d'Ormuz, comme les Américains. Ils ne croyaient pas que l'Iran les bombarderait, comme les Américains. Ils ont même proposé de riposter, mais uniquement pour la forme. Et l'Iran a dit « Nous vous déclarerons officiellement la guerre et nous vous détruirons ». Ils n'iront pas en guerre contre l'Iran. Et maintenant, ils ne veulent pas que cette guerre continue, pour une seule raison. S'ils avaient la garantie que les États-Unis et Israël peuvent gagner, ils paieraient jusqu'au dernier centime, même 10 années supplémentaires de livraison d'armes à Israël et aux Américains, s'ils leur garantissaient le succès. Mais aujourd'hui, même les Américains et les Israéliens savent parfaitement qu'il n'y aura pas de succès. Les Israéliens sont impatients d'aller bombarder les installations énergétiques iraniennes parce qu'ils sont spécialisés dans le chaos, la destruction, uniquement pour détruire, sans aucun objectif, juste pour causer des dégâts à la population. C'est leur spécialité et ils y sont très bons. Mais les Américains réfléchissent un peu au-delà de ça, de manière un peu plus stratégique. Même si Donald Trump dit « Je veux détruire tout l'héritage que vous avez en tant qu'empire à travers les siècles », même s'il dit « Je détruirai toute votre énergie », il ne peut pas le faire, parce que cela ne va pas ouvrir le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Et ils savent que le détroit d'Ormuz ne s'ouvrira pas si Donald Trump reprend la guerre. Donc la guerre n'aura pas lieu. Et la pression, je pense, de la part de Donald Trump, ce sera encore uniquement un blocus, toutes les sanctions financières. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de revenir à la guerre parce qu'elle ne sert personne. Absolument. En plus, les stocks d'armes des États-Unis ne sont clairement pas prêts à soutenir un conflit. Cela compliquera donc forcément toute capacité à projeter leur puissance et à menacer l'Iran de nouvelles frappes et d'anéantissement. Oui, ce n'est qu'une menace. Et chaque fois que Donald Trump profère une menace, l'Iran reporte l'annonce de l'accord sur le détroit d'Ormuz. Ils veulent qu'il reste silencieux, ce qui est impossible pour Donald Trump pendant au moins 24 ou 48 heures, afin qu'il puisse l'annoncer. Et plus il lance des menaces contre l'Iran,
moins ils ont envie de lui faire ce plaisir d'annoncer quelque chose qui va à son encontre et qui serait stratégiquement dévastateur pour les États-Unis. Pourtant, les Iraniens ne lui accorderont pas ce tout petit plaisir tactique de s'attribuer le mérite de quelque chose qu'il ne fait pas. Et peut-être une dernière question. Washington sous-estime-t-il toujours la capacité de l'Iran à mener une guerre asymétrique dans tout le Moyen-Orient? Parce que nous entrons dans la deuxième semaine d'août, et il est clair, pour tous ceux qui observent la situation, que les États-Unis ne peuvent pas gagner, qu'ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs stratégiques, c'est-à-dire sur les plans politiques et militaires. Alors, que reste-t-il à l'administration Trump? Et sous-estime-t-elle toujours l'Iran, ou bien a-t-elle une compréhension claire de ses capacités et du coût que l'Iran peut imposer non seulement à l'économie américaine, mais aussi à l'économie mondiale et au Moyen-Orient? De temps à autre, on entend le vice-président Vance ou même Donald Trump déclarer des choses comme « Ce sont des gens coriaces. Il n'est pas facile de traiter avec l'Iran. » Aujourd'hui, les Américains comprennent qu'ils ont l'armée la plus puissante du monde. Ils ne peuvent pas rouvrir le détroit d'Ormuz, alors qu'il suffit de 5 à 10 drones pour le fermer. Ils comprennent donc les limites de la puissance militaire. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas y parvenir par la force et qu'ils devront recommencer en s'adaptant à une défaite plus grande qui se profile. Et c'est cela qui est difficile pour eux. Ce n'est pas difficile de dire « D'accord, nous avons gagné. Nous avons dit à Oman, nous rouvrons le détroit d'Ormuz. Nous ramenons les prix sur le marché à leur niveau d'avant. » Mais qu'est-ce que les journaux américains et les journaux du monde entier vont écrire sur toutes les défaites stratégiques? Car les défaites stratégiques viennent après. L'étape qui est en train d'être franchie. Mais derrière, il y a 100 interprétations. C'est ce que les Américains ont du mal à accepter. Aucun empire n'aime qu'on lui dise qu'il est en train de tomber. Et c'est ce qui est le plus difficile pour les Américains. Ils comprennent que les Iraniens ne peuvent pas être vaincus, au sens où les Américains ne peuvent pas leur imposer leur volonté. Les Iraniens refusent de se soumettre et ils se battront. Et cela va entraîner le déclin de l'Empire américain. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à digérer. Si vous prenez de la hauteur, si vous regardez de loin, vous vous dites que l'Iran est vraiment en train de donner la première poussée à l'Empire américain, vers le grand trou dans lequel les Américains se sont mis eux-mêmes. Et ils vont dans cette direction. C'est une chute libre. Ils ne s'arrêteront pas. Je me demande, au vu de ce que vous avez dit, si le Moyen-Orient ne pourrait pas devenir un nouveau champ de bataille dans la compétition entre grandes puissances, entre les États-Unis et la Chine. Parce que manifestement, les faucons anti-Chine et les néoconservateurs du Congrès américain ne sont pas favorables à perdre leur vente d'armes, le statut du pétrodollar et bien sûr les flux d'énergie vers la Chine. Je me demande donc si le Moyen-Orient pourrait devenir une sorte de champ de bataille dans cette compétition entre grandes puissances, la Chine et les États-Unis. Et ce pourrait être la prochaine étape de ce conflit. Lena, je pense que la Chine rit maintenant. Elle a tiré une très bonne leçon en voyant comment les Iraniens se sont battus contre l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, Israël, et contre l'armée la plus puissante du monde. La Chine rira si les Américains veulent la menacer. Je pense que le monde entier rirait. Et ils regarderont l'expérience américaine sur le champ de bataille. Ils verront, d'accord, vous êtes allés au Venezuela en 2 ou 3 jours, parce que le Venezuela n'a pas combattu. Vous êtes allés en Irak, et l'Irak n'a pas combattu. Les talibans, eux, ont combattu. Vous êtes restés 20 ans, et au bout de 20 ans, vous leur avez rendu le pouvoir. Le même régime est revenu au pouvoir à Kaboul, et vous vous battez contre l'Iran.
L'Iran est prêt à se battre. Et voilà le résultat. Et vous voulez aller en Chine? Je ne pense pas qu'un président américain osera le dire. Elijah, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et peut-être que nous garderons le sujet de la Chine pour notre prochaine conversation. J'aimerais beaucoup la poursuivre prochainement, idéalement la semaine prochaine. Je vous recommande vivement de suivre Elijah sur X, ainsi que de consulter son Substack et son site internet ajakmagniar.com. Je mettrai les liens vers les deux dans la description ci-dessous. Elijah, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci de m'avoir.